Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Au menu aujourd'hui, le dossier du retrait de la MINUSTAH et le déploiement prochain de la MINUJUST avec la chef civile de la MINUSTAH qui sera notre première invitée, Madame Sandra Honoré. En deuxième partie, nous allons avoir une interview exclusive avec l'industriel André Appel Jr. qui fera le point sur les potentialités du secteur de l'assemblage qui est en mesure de générer 300 000 emplois sur 8 ans. Et puis en troisième partie, nous parlerons des élections françaises avec M. Pascal Drouot, candidat à la députation pour la circonscription Amérique latine-Caraïbes des Français de l'étranger. Pascal Drouot qui était en visite cette semaine en Haïti. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Alors, comme annoncé ce dimanche, nous avons avec nous la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Madame Sandra Honoré, la chef civile de la MINUSTAH. On va parler du dossier du retrait de la MINUSTAH et le déploiement de la MINUJUST. Madame Honoré, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Bonsoir, merci beaucoup et bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de l'émission. Alors, Madame Honoré, donc c'est décidé, c'est décision prise par le Conseil de sécurité pour le retrait progressif de la MINUSTAH et le déploiement prochain de la MINUJUST. Pourquoi maintenant cette décision de la part du Conseil de sécurité ? Cette décision a prise par le Conseil de sécurité après au moins 3 ans et demi de travail et de décision de la part du Conseil de sécurité sur la consolidation de la MINUSTAH. Et maintenant, on est arrivé au moment de la transition. Le Conseil de sécurité, en octobre 2016, avait demandé à nouveau au secrétaire général d'envoyer une mission d'évaluation stratégique en Haïti après les élections pour précisément faire une évaluation de la situation dans le pays. Avec la conclusion du dernier cycle électoral, avec l'entrée en fonction d'un président démocratiquement élu, l'entrée en fonction du Parlement haïtien qui avait été dysfonctionnel pendant l'année 2015, après l'évaluation des capacités sur le terrain, y compris des capacités de la police nationale d'Haïti, cette mission d'évaluation stratégique a fait certaines recommandations au secrétaire général qui, à son tour, a recommandé au Conseil de sécurité le prolongement du mandat de la MINUSTAH pour une période finale de 6 mois après la fin du dernier mandat le 15 avril 2017, le retrait progressif de la composante militaire de la mission, le début de réduction de la composante policière, une réduction dans les tâches civiles, pour arriver à la fermeture de la MINUSTAH le 15 octobre 2017. Et le secrétaire général a recommandé l'établissement d'une autre mission réduite, une mission de maintien de la paix, la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, qui va commencer son travail accentué sur l'état de droit, l'accompagnement de la police nationale d'Haïti, les droits humains et les bons offices à partir du 16 octobre 2017. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une décision qui est motivée pour des raisons purement financières, parce qu'on sait que la situation n'est pas rose quand même pour les pays contributeurs, et notamment avec l'arrivée de l'administration Trump par rapport aux Nations Unies? Je dirais que non. Je dirais qu'il faut toujours garder à l'esprit le fait que le Conseil de sécurité
se penche sur la consolidation, qui dit consolidation dit réduction, de la MINUSTAH depuis 2013. Et que le Conseil de sécurité, ayant étudié et suivi la situation en Haïti depuis 2004, est arrivé à la conclusion que le moment est venu pour un changement en ce qui concerne cet accompagnement par les Nations Unies d'Haïti, en ce qui concerne la mission de stabilisation, est arrivé à la conclusion qu'il faut préparer le terrain pour le passage de stabilisation au développement, travail qui n'a jamais cessé d'ailleurs à cause du fait qu'il y a 19 agences, fonds et programmes des Nations Unies qui travaillent sur le terrain avant même l'établissement de la MINUSTAH dans des domaines aussi variés que le développement socio-économique, l'éducation, l'enfance, l'environnement, et ainsi de suite. Et donc, le Conseil de sécurité, ayant pris la décision qu'il est temps de passer à une autre forme d'accompagnement, de contribution des Nations Unies à Haïti, qui est un membre fondateur des Nations Unies, que cette décision a été prise après ce cycle électoral qui a été long, qui a été troublé, qui a bouleversé un peu le pays. Maintenant, le pays a retrouvé l'ordre constitutionnel, le pays est sur la voie du progrès, le pays a enregistré du progrès. C'est pour cela que cette décision a été prise. Donc pour le Conseil de sécurité, Haïti est prêt aujourd'hui à assumer toutes ses responsabilités un peu. Pour le Conseil de sécurité, Haïti est prêt à assumer ses responsabilités, mais il faudra encore une période d'accompagnement, de contribution dans la forme d'une mission pour l'appui à la justice en Haïti, raison pour laquelle cette décision pour l'établissement de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti. Alors concernant ce retrait, comment on va procéder à ce retrait progressif des forces de la MINUSTAH, cette réduction, comment ça va se faire, Madame Honoré? Le Conseil de sécurité a déterminé que la composante militaire se retire d'une manière progressive entre avril et octobre 15 2017. Nous sommes en train de terminer la planification pour ce retrait progressif, conjointement avec la police des Nations Unies et avec la police nationale d'Haïti, pour nous assurer que ce retrait n'implique pas de vide, pour nous assurer que tout sera fait d'une manière tranquille, et ceci en ce qui concerne la composante militaire des 2370 effectifs. En ce qui concerne la police des Nations Unies, nous avons en Haïti maintenant 11 unités constituées de police. Une unité constituée de police comprend 140 effectifs et ces unités sont déployées dans le territoire national. D'ici octobre, ces 11 unités vont être réduites à 7. Ils seront concentrés dans 5 départements. Et nous avons également 951 policiers individuels, c'est-à-dire des policiers qui travaillent conjointement avec leurs collègues de la police nationale dans des commissariats et dans des sous-commissariats autour du pays. Ce nombre, et ils travaillent également avec leurs collègues de la direction de l'administration pénitentiaire. Ce nombre de policiers individuels va se réduire à 295 d'ici octobre 2017 et leur tâche sera de se concentrer sur un appui à la police nationale en ce qui concerne
la mise en œuvre du plan stratégique de développement de la police nationale 2017-2021 et leur attention sera concentrée au niveau des cadres supérieurs de la police nationale dans les 10 départements du pays et en appui également à la direction générale de la police nationale. Alors, en ce qui concerne les casques bleus militaires, ça veut dire qu'ils vont partir, peut-être chaque mois, on aura un contingent qui va quitter le pays, notamment le Brésil, le Pérou. Comment vous allez procéder au niveau de la MINUSTAH? Vous auriez déjà vu les décisions prises par deux de nos pays contributeurs de troupes, c'est-à-dire l'Uruguay et le Chili, qui avaient indiqué que à la fin du dernier mandat de la MINUSTAH, le 15 avril, leurs troupes allaient se retirer parce que leur congrès, leur parlement, n'avait pas renouvelé l'autorisation pour la permanence dans le pays. De ce fait, le bataillon du Chili et le bataillon conjoint Uruguay-Pérou vont se retirer. Ce seront les deux premiers à se retirer pendant ce mois d'avril et par la suite, progressivement, les autres contingents militaires. Notamment le Brésil qui est le plus important encore. Oui, le Brésil est le contingent le plus important en ce moment et nous aurons le concours et le travail du bataillon du Brésil encore pour un temps et dans le cadre de cette chronologie déterminée par le Conseil de sécurité de retrait des troupes militaires avant le 15 octobre. Et concernant les policiers, les UNPOL? Concernant les UNPOL, le travail est en cours pour cette réduction dont le Conseil de sécurité a parlé et qu'il a indiqué dans sa résolution 2350 pour faire en sorte que les 11 unités composées soient réduites à 7 pour le 15 octobre et que les 951 policiers individuels soient réduits à 295 pour la même date, pour le début du travail de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti. Alors, Madame Honoré, on sait concernant pour les policiers des Nations Unies, il y a une forte composante quand même de francophones. Est-ce que ça sera respecté dans le cadre de cette opération? Oui, je crois que les Nations Unies ont toujours mis l'accent en établissement sa composante policière dans une mission de maintien de la paix, a toujours mis l'accent sur les questions linguistiques. Et nous allons, oui, avoir, comme on a eu au cours de ces 13 ans, des policiers francophones. Est-ce que les Népalais vont partir? Nous avons une unité constituée de police du Népal. Je ne peux pas vous parler de quelles unités vont partir. Cette planification est en train de se peaufiner et au moment approprié, nous allons terminer avec cela et savoir exactement quelles seront les unités à partir avant le 15 octobre. Alors, dès l'annonce du retrait du départ de la MINUSTAH en octobre prochain, il y a beaucoup de réactions qui sont enregistrées, notamment certains experts qui estiment que les Nations Unies devraient quand même garder un petit contingent de militaires pour parer à toute éventualité. Est-ce que c'est à l'étude de Mme Honoré? On entend les commentaires qui sont en train de se faire à propos du retrait de la composante militaire. Je dirais que nous allons avoir encore, comme j'ai dit, la composante policière. Le Conseil de sécurité a déjà déterminé le retrait de la composante militaire. Je crois que le travail que la police nationale d'Haïti est en train de faire depuis un certain temps maintenant
la maîtrise démontrée par la police nationale et la détermination démontrée par la police nationale pour pourvoir à la sécurité dans le pays est telle que on a la confiance que la police nationale, avec l'appui stratégique de la police des Nations Unies, pourra, oui, faire en sorte que cette sécurité soit fournie. Les chiffres sont en baisse en ce qui concerne la criminalité et je pense qu'il serait très important que la société civile, d'une manière générale, que la population, d'une manière générale, comprenne le sens de ce retrait de la composante militaire, le sens de cette fermeture de la mission pour la stabilisation en Haïti comme un passage vers un travail concentré sur les questions de développement. Et évidemment, entre dans ce débat le comportement de la population, le fait que cette circonstance ne devrait pas être exploitée pour des raisons qui ne vont pas du tout porter des réponses positives aux grandes questions auxquelles le pays fait face en ce moment. Donc il n'y a aucune préoccupation chez vous parce qu'il y a le secteur qui dit bon, peut-être qu'il y a des individus qui pourraient utiliser l'absence de la MINUSTAH pour créer une situation de chaos, d'instabilité en Haïti. Il n'y a pas de préoccupation du côté des Nations Unies à ce niveau-là, Madame Honoré? Je crois que ça serait lamentable que ce soit une conviction de certaines personnes ou que ce soit une conviction que le départ d'une mission de maintien de la paix soit utilisé pour provoquer des troubles et de la confusion. Je crois que le peuple haïtien a eu à vivre des situations de difficulté. Dans le passé, le peuple haïtien a clairement indiqué qu'il veut tourner la page de ces temps sombres et que l'occasion doit être utilisée précisément pour ce faire et doit être utilisée pour continuer sur la voie du développement. En ce qui concerne la préoccupation des Nations Unies, les Nations Unies sont d'avis également que le peuple haïtien est prêt pour ce changement et j'espère que c'est effectivement ce changement que l'on va voir et que l'administration actuelle, le président Moïse et le premier ministre Lafontaine auront la collaboration de la société tout entière pour effectuer les changements nécessaires pour tracer cette voie vers le développement socio-économique. Alors, concernant la MINUJUST, la mission qui sera là pour appuyer notamment les institutions de l'État de droit, est-ce qu'on peut avoir une idée globale de la mission qui a été assignée par le Conseil de sécurité à la MINUJUST, Madame Sandra Honoré? Un des principes qui soutient cette décision est le fait, comme le secrétaire général a indiqué dans son dernier rapport, son rapport qui date du 16 mars au Conseil de sécurité, et que, en ce qui concerne le système justice dans le pays, le progrès n'a pas été enregistré comme le pays l'aurait voulu. On a vu certains progrès en ce qui concerne la police nationale, mais côté justice, il y a encore du travail à faire. Nous avons tous vu les préoccupations, par exemple, en ce qui concerne certaines questions comme la détention préventive prolongée, toutes les questions que l'on a vues en ce qui concerne la structure du système de justice en Haïti, les préoccupations exprimées par le Parlement. C'est pour cela que le Conseil de sécurité a pris cette décision d'une attention très ciblée, très spécifique
sur les questions d'état de droit, y compris la justice et l'accompagnement pour un certain temps de la police nationale. Alors, en ce qui concerne la justice, on sait que quand même la MINUSTA appuyait quand même certaines opérations en termes de formation des juges, etc. Donc, durant ces dernières années, il y a des millions de dollars américains qui ont été investis dans le cadre de la formation des juges, donc pour essayer de renforcer l'appareil judiciaire. Mais on voit que les problèmes persistent au niveau de l'appareil judiciaire. Est-ce qu'on peut dire qu'avec la MINUJUST, vous allez essayer vraiment d'appuyer très clairement le gouvernement pour que ces objectifs soient atteints en ce qui concerne le renforcement de l'appareil judiciaire, le renforcement du système judiciaire ici? L'appui au renforcement de l'appareil de justice a été constant et ininterrompu depuis l'établissement de la MINUSTA. Ce travail est en cours et va continuer. Et oui, vous avez raison, il y a eu beaucoup d'investis de la part non seulement des Nations Unies, mais de la communauté internationale et de la part d'Haïti en ce qui concerne le système de justice. Je crois que ce qu'il faudra faire sera vraiment de se concentrer sur la préservation des acquis positifs dans ce domaine, la correction où il y a besoin de faire des corrections, l'établissement de mécanismes de coopération au sein de l'administration où c'est nécessaire pour faire en sorte que ces grands problèmes auxquels l'appareil judiciaire fait face soient traités, que la chaîne pénale soit traitée d'une manière globale, pour qu'on n'ait plus à dire que l'appareil judiciaire manque ou qu'il y ait des failles en ce qui concerne le système de justice en Haïti. Donc vous admettez la nécessité de changer certains logiciels en ce qui concerne cet appui à la justice haïtienne en ce qui concerne le renforcement? Bon, il y aura des mesures à prendre, évidemment, conjointement avec les acteurs haïtiens. Il y aura des engagements à donner par les acteurs haïtiens et les institutions haïtiennes, parce que à la longue, le travail est dans l'intérêt des justiciables, c'est dans l'intérêt du peuple haïtien. On n'aimerait pas voir le citoyen haïtien moyen, ce qu'il veut quand il doit présenter quelque chose en justice. Il veut une réponse assez prompte, une réponse assez rapide, une réponse qui traite de toutes les questions. Et il veut savoir qu'il a la possibilité de se faire et de s'attendre à des déterminations adéquates en temps réel. Pour la police nationale, comment cet appui va-t-il se faire avec la MINUJUST, Mme Sandra Honoré? Sous la MINUJUST, cet appui de la police des Nations Unies sera, comme j'ai dit, un appui pour la mise en œuvre du plan stratégique de développement de la police nationale, un plan quinquennal de 2017 à 2021. Ça sera une attention concentrée sur les niveaux supérieurs de la police nationale, les cadres supérieurs, sur la gestion, sur certains aspects de la spécialisation et évidemment avec la présence des 7 unités composées de police, l'appui opérationnel, si vous voulez, que la police des Nations Unies peut offrir à la police nationale d'Haïti en cas de nécessité, et l'appui stratégique en ce qui concerne la planification qui doit être faite par la PNH. Il y a une clause aussi dans cette résolution votée par le Conseil de sécurité à propos de l'intervention possible des policiers de la MINUJUST en cas de violence physique sur les citoyens, etc. Est-ce que vous voulez l'expliciter pour nous, Mme Honoré?
C'est une question de protection de civils dont le Conseil de sécurité, ou à laquelle le Conseil de sécurité fait référence, qui est un élément dans le travail de toute mission de maintien de la paix. Et c'est en quelque sorte une disposition qu'adopte le Conseil de sécurité pour veiller à ce que, dans le cas du besoin, la mission de maintien de la paix puisse fournir cette protection, comme je dis, dans le cas du besoin. On n'a pas vu cela nécessairement en Haïti, mais c'est la disposition que le Conseil de sécurité inclut dans ses résolutions pour ses missions de maintien de la paix. Alors, cette semaine, il y a eu une foultitude de réactions de différentes personnalités concernant le retrait de la MINUSTAH et le déploiement de la MINUJUST. Il y a Yuri Latortue, le président de l'Assemblée nationale, qui a clairement dit que c'est une façon pour les Nations unies de pérenniser ces missions dans le pays. La MINUSTAH s'en va, la MINUJUST arrive, donc question de chaise musicale. Quel commentaire cela appelle-t-il de votre part, Madame Sandra Honoré? Bon, le premier commentaire serait de dire que tout est permis, toute personne a la possibilité d'exprimer sa position. Le Conseil de sécurité suit le travail de la mission en Haïti depuis 2004. Le Conseil de sécurité, sur la base d'une évaluation stratégique menée dans le pays, évaluation stratégique qui a compris des rencontres avec les autorités nationales, y compris les autorités du Parlement. La recommandation du Conseil sur la base de cette évaluation a été pour la fermeture de la MINUSTAH et le Conseil a offert cette décision de l'établissement de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice comme moyen de donner encore de l'appui parce que le Conseil a jugé que, étant donné toute la circonstance en Haïti, cet appui était nécessaire. Je ne crois pas que le Conseil de sécurité prenne ses décisions à la légère. Le Conseil, comme j'avais dit, avait demandé au secrétaire général de faire cette évaluation stratégique en 2015, au moment où un processus électoral en cours nous donnait un calendrier pour que cela prenne fin en 2015. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Le processus en tout a terminé le 29 janvier 2017. Le Conseil donc a pris sa décision sur la base du travail de cette évaluation stratégique qui a été faite. La mission a visité Haïti au début du mois de février et Haïti a participé à la réunion du Conseil de sécurité quand les opinions ont été exprimées par les États membres du Conseil de sécurité, par d'autres États membres de l'organisation et par ceux qui ont été invités, évidemment, par la présidence du Conseil de sécurité pour présenter ses positions. Cette position a été agréée par Haïti et c'est sur cette base que nous continuons le travail. Évidemment, le secrétaire général a reconnu dans le rapport qu'il y a eu du progrès dans certains domaines et il y a certains domaines où il faut du travail encore et l'organisation est à la disposition d'Haïti pour appuyer là où cet appui est nécessaire en ce qui concerne ce travail de la MINUSTAH jusqu'en octobre 2017 et la mission pour l'appui à la justice à partir du 16 octobre 2017.
Donc c'est pas une tactique des Nations Unies de perpétuer sa présence en Haïti en changeant les noms, MINUSTA, MINUJUST, Madame Honoré? Non, je crois que les Nations Unies représentent une organisation cohérente d'États membres qui délibèrent d'une manière très étudiée, et je ne pense pas qu'on pourrait prêter à l'organisation des intentions pareilles. Alors concernant Haïti, bon, quand même c'est un acte de souveraineté. Le gouvernement tient absolument à mettre sur pied une force de sécurité et de défense. Quand même, il y a certaines critiques qui disent bon, la Constitution est claire, c'est dit les forces armées d'Haïti. Et comment vous voyez tout ça au niveau de la communauté internationale, ces décisions prises par le gouvernement pour mettre sur pied cette force de sécurité et de défense? Bon, vous avez évoqué la souveraineté. Le Conseil de sécurité, tout au début de cette résolution et des résolutions antérieures sur le travail de la MINUSTA, a affirmé son attachement à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale d'Haïti. La décision a été prise par le gouvernement et annoncée. Le cabinet ministériel, le gouvernement comprend depuis un certain temps un ministère de la Défense. Une lettre de cadrage a été émise au ministre de la Défense en ce qui concerne la reconstitution des forces armées d'Haïti. Notre engagement comme mission avec le gouvernement d'Haïti, avec les autorités haïtiennes, a été une mission en ce qui concerne la police nationale d'Haïti. Et nous encourageons le gouvernement à faire en sorte que les ressources nécessaires pour le développement continu de la police nationale, qui a déjà démontré sa détermination et sa compétence pour s'adresser aux tâches policières qui sont les tâches de la police nationale, soient ininterrompues et que la police nationale puisse avoir les ressources physiques, matérielles, les ressources humaines nécessaires pour continuer son développement. La décision prise en ce qui concerne la reconstitution des forces armées d'Haïti en accord avec la Constitution de la République est une décision que le gouvernement, que l'administration aura à voir comment ils mettent cela en place et sur la base de toutes les priorités que le gouvernement a indiquées pour son quinquennat. Le gouvernement a reconnu quand même qu'il voit quand même un certain appui de la communauté internationale en ce qui concerne la mise sur pied de cette force. Quand vous entendez le ministre de la Défense, il dit que bon, il souhaite recevoir quand même l'appui de la communauté internationale. Est-ce que ça se pourrait que la communauté internationale, les Nations Unies, appuient Haïti dans le cadre de la mise sur pied de cette force, notamment en termes de formation, etc. Est-ce que c'est possible? Je crois que ça dépendra d'un travail bilatéral que le gouvernement d'Haïti aura à faire et que le gouvernement d'Haïti, en quelque sorte, a commencé déjà à faire. En 2014, par exemple, il y avait cette commission présidentielle qui avait été établie pour élaborer un livre blanc sur la sécurité et la défense. Ceci a été élaboré conjointement avec la Junte interaméricaine du développement et présenté au président de la République, par exemple. Donc, cela dépend, comme je dis, ou fera l'objet de discussions bilatérales entre Haïti et certains pays. Nous avons vu déjà qu'il y a eu une formation en génie sur la base d'un accord avec un État membre de l'Organisation des États américains. Tout ceci dépendra d'un processus
de négociations et de discussions entre Haïti et ses partenaires bilatéraux. En ce qui concerne la MINUSTAH, comme j'ai dit, nous n'avons pas de mandat pour la reconstitution de forces armées dans le pays. Mais quand même si vous n'avez pas de mandat, mais les Nations Unies ne s'opposent pas, si vous voulez, à l'idée qu'Haïti puisse décider de remettre sur pied son armée. Je crois que les Nations Unies ont reçu l'information. Par exemple, quand la mission d'évaluation stratégique a visité le pays, le thème a été soulevé. Et la position adoptée par les Nations Unies était que ils pensaient que la priorité en ce moment n'était pas cette priorité pour la reconstitution des forces armées, que la concentration devrait être sur, pour le moment, la préservation des acquis enregistrés jusqu'à présent, évidemment tenant en compte tout ce qui est impliqué dans un projet tel annoncé par le gouvernement. Mais évidemment, le gouvernement aura le dernier mot et le gouvernement aura à sa charge le soin, comme j'ai dit, de faire la priorisation nécessaire étant donné tous les thèmes prioritaires annoncés par le gouvernement qui a été installé le 22 mars. Pour terminer, deux sujets peut-être qui fâchent, le choléra et les actes malhonnêtes qui ont été commis par des casques bleus des Nations Unies en Haïti. Que pouvez-vous répondre à la population, Mme Sandra Honoré? En ce qui concerne le thème du choléra, nous avons eu à la fin de 2016 la déclaration faite par le secrétaire général, déclaration qui avait été promise beaucoup avant décembre 2016, en ce qui concerne la nouvelle approche des Nations Unies à la contribution aux efforts du gouvernement pour l'élimination de la transmission du choléra. Les Nations Unies ont travaillé à côté des autorités haïtiennes, notamment le ministère de la Santé publique et la population et la DINEPA, depuis 2010 avec l'épidémie du choléra. Et ce travail a continué d'une manière ininterrompue depuis lors. Nous avons des agences, fonds et programmes des Nations Unies, telles l'Organisation panaméricaine de la santé, qui est la section régionale, disons, de l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, l'Organisation internationale pour les migrations et le Bureau de coordination des affaires humanitaires qui travaillent d'une manière constante avec le ministère en ce qui concerne la réponse aux flambées. Tel a été le cas récemment après l'ouragan Matthew, par exemple. Ce travail est un travail de longue haleine, évidemment, qui a débuté en 2010 et qui continue jusqu'à présent. Entre 2010 et maintenant, les Nations Unies ont appuyé le gouvernement haïtien avec la mobilisation de plus de 330 millions de dollars pour soutenir ce plan national d'élimination du choléra. En ce qui concerne le plan, la nouvelle approche annoncée par le secrétaire général, comme vous savez, cette nouvelle approche a été estimée à un coût de 400 millions de dollars. Il y a dans cette nouvelle approche deux volets. Un volet pour le court et long terme qui inclut des mesures telles la vaccination, la surveillance, la réponse rapide aux flambées, et un volet 2 qui parle d'un appui matériel aux communautés les plus touchées par la maladie. Le secrétaire général Guterres, quand lui, il est entré en fonction à partir du 1er janvier, il a relancé l'appel qui avait été lancé par le secrétaire général Ban aux États membres pour
des contributions pour pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en œuvre la nouvelle approche. Nous avons reconnu que jusqu'à présent, les contributions reçues n'ont pas été au niveau que l'on espérait, mais le secrétaire général Guterres est très déterminé à continuer ce travail. Le travail continue effectivement en ce moment et nous sommes arrivés à un moment où on voit par exemple que le nombre de cas suspects est en nette baisse. C'est le plus bas en ce moment depuis 2014 par exemple, et nos agences qui travaillent avec le ministère, avec la DINEPA, vont continuer ce travail. Je dirais également que le fait que la MINUSTAH va fermer au 15 octobre n'a rien à voir avec le soutien que les Nations Unies, comme en tout, va continuer à pourvoir au gouvernement d'Haïti en ce qui concerne la question de l'élimination de la transmission du choléra. Alors, en quelques secondes, est-ce que vous avez un message pour les MINUSTAH sceptiques ou bien les gens qui sont peu allergiques aux missions des Nations Unies? En quelques secondes, Madame Honoré. Je ne sais pas si je pourrais avoir un message qui pourrait guérir quelqu'un qui soit allergique à la MINUSTAH. Je dirais que la mission a travaillé de très près avec les autorités haïtiennes au cours de ces presque 13 années maintenant. Le secrétaire général a toujours été très objectif dans son analyse de l'effet de ce travail. Je crois que quand je vais dans les régions et même ici à Port-au-Prince et que je reçois des commentaires, j'entends des commentaires de la part des organisations, de la part des autorités locales avec lesquels on travaille, il y a une grande appréciation pour la contribution que la mission a pu faire et nous allons continuer à faire de notre mieux pour faire cette contribution dans l'intérêt du peuple haïtien. Alors, merci beaucoup, Mme Sandra Honoré, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef civil de la MINUSTAH, d'avoir été l'une des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup aux auditeurs pour leur attention et auditrices. Merci beaucoup. Alors, dans le cadre de l'émission Enjeu, ce dimanche, nous avons avec nous M. André Appel Junior, dit Appel. On va parler du secteur de l'assemblage en Haïti, avec bien sûr l'ADI qui a rencontré la presse et qui voulait faire passer un message. M. Appel, bonsoir. Bonsoir, comment ça va, Rothschild? Alors, ça va bien, M. Apped, et donc vous êtes de retour sur les ondes pour parler des industries, donc la création d'emplois cette fois. Et André Apped Junior, donc vous êtes avec nous aujourd'hui. Première interview réalisée dans le cadre de cette campagne qui sera lancée par l'ADI, l'Association des industries d'Haïti. Bon, oui, je pense que c'est un moment où on a une expression claire de la volonté politique de l'exécutif de faire avancer le dossier de création d'emplois et de secouer. Notre pays a pendant longtemps été, même si c'était un drame qu'on a vécu en 2009, mais on a eu une situation d'injection massive de fonds et pas trop bien fait, mais quand même après le tremblement de terre qui a créé une sorte de distorsion à l'économie avec un poids important des ONG. Ensuite, on a eu un appui très très important du Venezuela et de Petro-Caribé qui nous a donné aussi une bulle artificielle dans notre économie. Et donc si aujourd'hui, toutes ces choses étant parties, nous avons vécu un pays avec une croissance économique pratiquement négative l'année dernière quand on met la croissance de la population avec la croissance économique, on est capable de dire qu'on est en régression économique. Et si on ne fait pas croître l'économie à 6, 7, 8, 9, 10% là, et bien, donc, un des secteurs qui va servir de locomotive pour ça, c'est le secteur de la sous-traitance et qui va tirer les autres parce qu'il y a une pression comme on n'en a jamais vu. Il faut remarquer que c'est le seul secteur qui a grandi de 50% dans les 3 dernières années malgré la crise politique. Pourquoi ? Parce que il y a eu une pression à la porte du pays et cette pression-là, si on la canalise bien, si la volonté politique est là,
on va pouvoir atterrir, et je crois que tout le monde va sentir dans les mois à venir, avec l'accélération de l'appui du gouvernement, du président, du premier ministre et des ministres concernés, avec une bonne coordination de l'action gouvernementale, le secteur privé devra jouer sa partition pour se lancer de l'avant et ouvrir des espaces industriels. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'état des lieux aujourd'hui au niveau du secteur de l'assemblage en Diapel? C'est un secteur qui avoisine 43 à 45 000 emplois, qui exporte 1 milliard, un petit peu plus qu'1 milliard de dollars l'an, et qui peut, s'il y a la volonté politique, qui peut se retrouver dans 2 ans et demi, vous avez entendu les chiffres de ces investisseurs tout à l'heure, qui peut passer à 90 000 emplois, 100 000 emplois en 2 ans et demi, 3 ans, et s'il y a la volonté, et qui peut bondir pour aller beaucoup plus. Ce n'est pas le seul secteur qui doit créer des emplois, mais il peut servir de locomotive, et il va servir s'il y a la volonté, parce que d'autres peuples l'ont fait, et Haïti est à un carrefour où toute une série d'éléments convergent pour qu'on accélère ça. Donc on doit tout simplement être intelligent et vouloir, et nous entendre. Alors vous parlez quand même des prévisions de 300 000 emplois sur les 5 prochaines années, 8 prochaines années, avec des revenus annuels de combien? De 6 milliards là, des revenus annuels de 6 milliards là, donc on est à 1 milliard, il va nous falloir passer à 6 milliards là pour ça, mais il nous faut investir 500 millions de dollars pour construire 15 millions de pieds carrés ou 1,4 à 1,5 millions de mètres carrés d'édifices pour accueillir tous ces emplois. Il faut qu'on le fasse avec harmonie, avec vision, avec prévoyance, pour qu'on puisse aussi nous occuper du social, que les logements qui doivent accompagner ces affaires-là puissent aussi se développer. Donc il y a toute une série de volets qui doivent être réfléchis par l'action cohérente du gouvernement et le secteur privé pour que ceci soit un apport positif, réfléchi et harmonieux. Alors, concernant les investissements, comment vous y arrivez au niveau du secteur privé pour consentir ces investissements importants dans le cadre de la mise sur pied de ces parcs industriels? Dans ce cas, ce qui se passe, un entrepreneur qui a une terre ou des biens, les porte en hypothèque à une banque privée. La banque privée se tourne vers la banque centrale. La banque centrale a une politique de favoriser les exportations pour que les devises augmentent. La banque centrale, à ce moment, donne la permission à la banque, à l'autre banque, donc retire une série de contraintes qu'elle impose aux banques, retire ces contraintes pour qu'elles puissent prêter à des taux d'intérêt bas pour que ces constructions se réalisent rapidement. Parce que le loyer en tant que tel n'est pas une chose qui rapporte. C'est les entreprises qui vont être dans ces... Donc, la construction de 15 millions de pieds carrés pour 500 millions à 600 millions de dollars, c'est une chose qui est nécessaire, d'autant plus que le tremblement de terre nous avait créé des dommages énormes en édifices. Donc, la politique du gouvernement, la politique de la Banque centrale vont faciliter ça, comme dans tous les pays, ça s'est fait d'ailleurs, ou bien ne va pas faciliter. Dans ce cas-ci, on a l'impression que tout est aligné en Haïti pour faciliter ça. Donc, les banques vont devoir step up et faire avancer. La Banque centrale a déjà donné le signal et le gouvernement est en train de montrer qu'elle a la volonté d'appuyer, de faciliter. Par exemple, vous venez d'entendre M. Villard vous dire qu'il faut qu'il y ait des routes qui soient asphaltées. On ne peut pas avoir des ouvriers rentrant dans des édifices qui vont exporter des vêtements dans le monde entier, en train de marcher dans de la boue pour arriver à leur travail. Donc, il faut que les travaux publics et l'État facilitent les infrastructures. Il faut que l'électricité puisse être disponible dans ces zones, etc., etc. Donc, voilà toute une série de mesures, tant pour le social aussi, qui doivent être prises par l'État. Donc, on a l'impression que sur la scène internationale, la conjoncture se prête énormément, même avec les Américains, qui ont bloqué le TPP asiatique, ou même le Mexique, qui est un petit peu nerveux par rapport à la politique du gouvernement américain dans ses relations. Donc, Haïti est à l'ombre de tout ça, capable d'accueillir et de recevoir ça. La pression est déjà à la porte, mais si on n'a pas de plan et de cadre cohérent, on ne va pas pouvoir aller vers ces 300 000 emplois. On va être bloqué peut-être à 90, 100 000. Donc pour aller vers ça, il va falloir. C'est ça.
J'allais vous demander justement comment peut-on expliquer ce boom justement dans ce secteur aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs parcs industriels, des parcs qui sont inaugurés, des parcs qui sont en construction. Comment peut-on expliquer ce boom en diabète? Justement parce que l'intérêt que l'investisseur ou l'acheteur américain, canadien, européen a, c'est d'économiser sur son prix d'achat à provenance d'Haïti. Si sur un jean qui va coûter 7, 8, 9 dollars, ils vont économiser 1,40 $ par jean, 1000 ouvriers qui font 100 000 jeans par semaine, à 1,40 $ par jean d'économiser, l'acheteur vient en Haïti pour importer. Il donne le travail ici au lieu de le donner dans un autre pays. Le problème est que pendant longtemps, Haïti a été connu comme un pays instable, avec des difficultés. Donc, on a passé des élections qui ont créé, et Dieu merci, je pense que c'est un compliment qu'on doit faire à la réussite de ce processus électoral. La société civile a participé. Il y a eu un leadership important au sein du conseil électoral provisoire qui a inspiré suffisamment confiance à tous les secteurs pour faire passer une stabilité politique ou une légitimité politique. Aujourd'hui, le reste des actions doivent être des actions qui nous fassent aller vers la croissance économique, et c'est un des secteurs, c'est pas le seul. Mais les hôtels vont être remplis avec des visiteurs qui vont venir. L'agriculture, il va falloir produire des melons, de la carotte, de faire de l'élevage, il va falloir donner de manger. On va brasser de l'argent dans l'économie nationale à partir de cette croissance de 6 milliards de dollars d'exportation là. Et pour ça, il faut une entente. C'est pourquoi on va faire un plaidoyer. Et je suis chargé au sein de l'ADI de coordonner ce plaidoyer. Et je commence avec toi ce matin. Alors, ça va impacter le taux de change, dans le bon sens. Dans le bon sens. Ce qui veut dire que si le pays, ça va prendre un peu de temps, puisqu'on est à peine à la phase de construction de ces édifices et des investissements massifs qui doivent sortir de l'étranger. Mais, et je peux vous citer 2 ou 3 pays qui aujourd'hui ont une balance de paiement positive entre les transferts de la population vivant à l'étranger et les exportations, qui a un surplus qui permet même de donner des primes à l'exportation. Pendant longtemps, la Chine a fait ça, a donné 16% de rebate aux exportateurs pour que les gens investissent dans ce secteur. OK? Et que dans ce sens, donc voilà, maintenant, on n'est pas là, parce que le gouvernement n'a pas d'argent, donc il n'est pas question de faire des rebates. Mais si le gouvernement a une politique de crédit qui permet les constructions et les investissements dans des machineries, dans la matière première, vous allez vous retrouver dans 3-4 ans avec une balance de paiement qui va dans le bon sens et qui freine et arrête l'hémorragie de la décote. Ce n'est pas l'importation et le commerce qui va bloquer. L'importation et le commerce rendent un service utile au pays, mais il faut exporter. Il faut exporter l'agriculture et il faut exporter l'industrie. Et dans ce sens, le moyen le plus rapide, c'est de commencer avec l'industrie. Et tout de suite après, la mise en place pour que les exportations en termes d'agriculture et d'agro-industrie prendront la relève et prendront la relève pour le long terme. Alors, on parle de 300 000 emplois sur 8 ans, donc des emplois directs, mais qu'est-ce qui va se passer autour? Je viens de faire une tournée, bon, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, mais nos familles à Paix-des-Bécaires sont en train de préparer une zone franche dans la zone de Croix-des-Bouquets qui va passer entre 8 et 12 000 emplois, dépendant de la rapidité avec laquelle tout se passe. Et je peux vous dire que c'était sèche captant de la pluie. C'est-à-dire que la population ne travaille pas. Quand les gens, on est passé de maison en maison dans le quartier, on a rencontré les leaders de la communauté, on fait un porte-à-porte, on parle aux pasteurs, on parle aux églises, à l'église catholique, on parle aux professeurs, et on va continuer à le faire pendant qu'on va construire ces premiers édifices. Et je peux vous dire que l'attente est là, le pays est prêt, et le besoin est là. Donc, de notre côté, on va simplement avancer avec une détermination pour le faire et adresser les problèmes de notre communauté nous-mêmes aussi. Alors, chaque fois qu'on parle du secteur de la sous-traitance, il y a cette question qui s'en vient, la question des syndicats, la question des salaires. Comment vous comptez résoudre ce problème en diapède au niveau du secteur de l'assemblage? C'est pas un problème. Les syndicats ne sont pas un problème. Au fait, si les syndicats sont
on a un dialogue avec eux et on a une bonne relation avec eux, les syndicats sont un atout de canalisation et de logique d'intérêt. Évidemment, il est normal qu'ils insistent pour demander plus pour les ouvriers. C'est ce qui va justifier leurs efforts. Mais d'un autre côté, il va falloir qu'avec nous, l'équilibre soit établi pour permettre que cette création d'emplois prime sur le temps et que les évolutions en salaire continuent à nous garder compétitifs et que quand on a atteint cette maturité de 200 000, 250, 300 000 emplois, c'est notre vœu le plus cher que les salaires du peuple haïtien augmentent et augmentent à un pas pour permettre que la croissance économique permette harmonie, une meilleure vie pour les Haïtiens. Donc ce n'est pas une question de garder ça pour toujours comme ça. C'est une question d'évoluer vers la priorité du salaire minimum, du salaire et de l'emploi, évoluer les salaires et les ajustements de salaire dans des termes raisonnables qui nous tiennent en ligne, atteindre l'emploi et ensuite évoluer avec les autres secteurs qui vont prendre la relève. Par exemple, en République dominicaine, quand ils avaient 40 000 emplois dans le tourisme, ils avaient 25 000 emplois dans la sous-traitance. En 8 ans, ils ont mis 220 000 emplois dans la sous-traitance. Ils ont mis 220 000 emplois dans la sous-traitance. La République dominicaine a passé un cap de développement. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin de la sous-traitance. Elle n'en a que 60 000 sur 220 000. Mais le tourisme qui était à 40 000, aujourd'hui est à 190 000 emplois dans le tourisme. Mais ça, c'est durable et ça va garder la route. Tandis que la sous-traitance, c'est un rôle temporaire qu'on utilise vite, qui crée les emplois vite. Un hôtel de 20 millions de dollars, c'est 100 emplois. Avec 20 millions de dollars, on met 6 000 personnes au travail dans la sous-traitance. Donc, c'est une chose importante qu'on fasse vite, qu'on fasse bien, avant l'ouverture de Cuba. Parce que quand Cuba s'ouvrira, ils ont des salaires moindres que nous, ils ont un peuple qui a reçu une formation, ils ont une structure sociale qui a déjà aidé le peuple. Donc, si Cuba s'ouvre demain matin, ils n'ont qu'à faire un ferry de la Havane à la Floride. En 2 temps 3 mouvements, les gens ne vont plus venir ici. Donc, on a une fenêtre de 5 ans à 6 ans, pendant que les choses ne sont pas encore claires, pour attirer ces investissements qui sortent d'Asie et avec beaucoup d'enthousiasme et de proactivité, réussir le pari d'être en bonne voie dans 5 ans sur les 300 000 emplois et changer les choses. Donc, donc il faut vraiment faire attention sur la question des salaires. Vous pouvez pas vous lancer tout de suite dans ce processus d'augmentation de salaire parce que ça pourrait créer des ennuis pour vous au niveau de la compétitivité? Non, ce que nous demandons, c'est que le gouvernement haïtien, ainsi que les syndicats, ainsi que le patronat, s'assoient et trouve la mesure pour aller vers les emplois. Il va falloir ajuster à des moments appropriés et quand ceci sera dans la lignée mais il faut qu'on s'entende. Par exemple, dans le passé, le secteur de la sous-traitance, était l'un des salaires les plus bas parce que le changement en 2009 était trop brusque. Il est sorti d'un montant, il est passé on voulait qu'il passe à 3 fois la valeur. Bien qu'on payait déjà bien mieux au sein des entreprises. Donc, ça a été une secousse qui aurait pu tout gâcher. Heureusement, le président Préval, qui a eu le courage à l'époque, a permis qu'on ait un escalier où aujourd'hui, la sous-traitance est de part avec les autres secteurs de la vie nationale. En fait, c'est un secteur qui paie plus formellement et souvent mieux que les autres secteurs de la vie nationale. Là, il faut faire attention. Parce que dans les autres pays, la migration est de la sous-traitance aux autres secteurs. La fin ne peut pas être la sous-traitance. Donc, ce secteur doit être en équilibre avec les plans de croissance permettant que la migration se fasse vers les hôtels, vers le tourisme, vers l'agro-industrie, vers les services, mais à partir d'une population entraînée dont le salaire est équilibré. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que je suis confiant que nous avons une opportunité unique, que nous allons trouver par le dialogue l'équilibre avec les syndicats et le gouvernement pour qu'il y ait de l'harmonie dans la question et que, à l'avenir, progressivement, on ajustera comme ça se doit pour l'amélioration des conditions de vie de la population et pour que le travail continue à venir.
Alors, vous saluez la détermination affichée par le président de la République, Jovenel Moïse, pour appuyer le secteur. Mais concrètement, vous attendez quoi de cet État? Bon, comme je vous ai dit, la question du rôle des infrastructures et des travaux publics est pour accompagner. On ne peut pas faire les routes qui doivent amener au parc. On ne peut pas faire la canalisation et le drainage qui doivent amener du parc. Donc, il faut que le plan d'aménagement du territoire soit réfléchi pour voir. Je peux vous dire qu'il y a des personnalités dans le Parlement qui, voyant venir, sont déjà en train eux-mêmes d'investir avec des partenaires et des terres qu'ils ont dans des zones franches. Donc c'est une chose qui devra se faire pour encourager même des parlementaires ou des hommes du secteur à trouver des partenariats et des terres à eux pour ouvrir ce genre d'entreprise. Il y en a déjà qui commencent et les exemples vont être bientôt cités, mais ça c'est un début. Donc il faut que l'État accompagne, il faut que les lois par exemple, les lois sur les heures de travail soient modernisées pour que on puisse trouver, par exemple, il y a une loi importante. On ne peut pas taxer l'ouvrier qui touche le salaire minimum. L'ouvrier qui touche le salaire minimum, dans tous les pays, est un ouvrier qui n'est pas taxé. On lui prend les charges sociales. Le patron contribue les charges sociales. Mais la loi ajustant le plancher du salaire taxable doit être ajustée par le Parlement et l'État pour que l'ouvrier qui touche ne soit pas en train de payer des taxes. Et pour ça, il y a une dichotomie là. Donc l'État doit prendre des mesures et chaque fois qu'il change de salaire, doit permettre que l'ouvrier qui est au bas de l'échelle ne soit pas taxé et qu'il puisse jouir de son salaire pour son logement, son social, son éducation, etc. pour payer par exemple. Donc nous avons des plans de voir avec l'État où il y a des terres pour qu'avec les organismes préposés pour ça, il y ait des logements sociaux que l'ouvrier puisse payer sur 10 ans et devenir propriétaire. Donc pour ça, il y a des lois, il y a des mises en place, il y a le social doit tomber. Donc cette coordination du social, des infrastructures, c'est le rôle de l'État. Et on l'attend d'eux pour ça. Et puis nous-mêmes, on va faire notre quote-part. Alors la question de la stabilité, elle est primordiale quand on parle d'investissement. On dit après, donc c'est absolument nécessaire qu'on poursuive avec ce processus de stabilisation du pays pour pouvoir attirer les investissements tant locaux qu'internationaux. C'était ma dernière phrase dans ma présentation tout à l'heure. Tout ceci dans une Haïti de plus en plus démocratique, libre et ouverte. Mais calme, parce que nous avons passé une période d'extrême turbulence dans le pays. Oui, il y avait des tentatives de ne pas nous laisser libres dans nos façons de faire, mais je crois qu'on a trouvé un équilibre. Réunissons-nous, entendons-nous tous pour que ces efforts soient faits, mais gardons le pays institutionnellement fort, démocratique et permettant que les gens soient libres de s'exprimer, de s'associer et de s'entendre. Donc là, c'est important, selon vous, qu'il y ait un consensus, que tous les Haïtiens fassent chorus sur la question de la stabilité. Absolument, absolument. Et quand on va parler, c'est normal, les gens voient, oui, mais vous allez faire des profits, mais vous allez faire des... Et c'est normal, l'investisseur qui sort de son pays, c'est pour ça qu'il vient là. Mais il y a moyen de faire la part des choses pour qu'il trouve ce qu'il veut et que ce soit bon pour le pays et qu'on évolue à plus de richesse, plus de redistribution et plus de travail. Donc la stabilité est obligatoire. S'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas de calme, eh bien, on atteindra 70 000, on redescendra parce que je vous rappelle qu'à cause de crise politique, Haïti était déjà à 100 000 emplois, 120 000 emplois et on est descendu à zéro avec un embargo. On a dû fermer toutes les portes pour recommencer de zéro aux 45 000 qu'on a maintenant. On peut aller à 300 000, faire 6 milliards dans un pays libre et démocratique. Mais pour ça, il faut qu'on s'entende sur cette question de démocratie et de stabilité institutionnelle et sur la question du développement économique. La stabilité, il y a la MINUSTA qui était censée stabiliser le pays, qui va s'en aller, remplacée par la MINUJUST. Bon, là, je pense que on a une police nationale qui est de plus en plus professionnelle. Haïti est un pays qui a eu une histoire avec son armée, qu'elle soit petite ou de plus en plus mise en place. Nous avons une fierté de notre histoire et je partage l'idée qu'il faille une armée qui soit plus que la police
pour intervenir dans les moments difficiles tels qu'un tremblement de terre. J'ai vu que c'est l'armée d'autres pays qui a dû rentrer, venir nous aider quand on avait. Et puis, il faut un corps d'armée qui se trouve dans le nord, un corps d'armée dans le centre, un corps d'armée dans le sud. Ils n'ont pas besoin d'être énormes, mais qui puissent intervenir en urgence quand la population a une catastrophe dans une zone. Et puis, en moins de 48 heures, commencer à donner les premiers services à la population. Ce n'est pas seulement les institutions sociales qui doivent le faire. Donc, il y a une question de sécurité, il y a une question de mesure. Donc, notre armée peut être une armée qui accompagne le développement et qui maintient la sécurité. Donc, et je pense que cet aspect-là va venir éventuellement. Mais on a une police qui est aujourd'hui de 14 000 et qui vient de sortir 900 policiers, qui va probablement sortir peut-être 1 millier d'autres par année dans les années qui viennent. Donc, la sécurité est importante. La justice et la mise en place sont importants et sont importantes. Donc, pour tout ça, je pense que au niveau de la MINUSTAH, elle est en train progressivement de terminer un travail d'accompagnement, là où la police, dans le temps, n'avait que 3 000 à 3 500 policiers à un moment donné, fortement politisés, fortement pénétrés d'intérêts directs de contrôle, qui aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'elle a, et il y aura des tentatives encore, mais je souhaite qu'il y ait la clairvoyance de donner à tous les Haïtiens, et je compte sur le président et Jovenel pour ça, et sur le Parlement et la présidence du Sénat et de la Chambre, pour que l'équilibre soit trouvé dans la mise en place de l'ordre et de la discipline dans le pays, mais aussi la conservation des libertés acquises avec l'équilibre qui se doit. Et je compte sur le président pour qu'il puisse consolider l'impression que et la police et le nouveau conseil électoral permanent qui vont venir, et tous seront des conseils qui continueront à inspirer confiance et qui ne seront pas au service d'un seul courant. Et s'il inspire cette confiance, il sera le père non seulement d'un lancement économique important, mais de la consolidation de la démocratie. Donc pour terminer, Diapède, donc c'est important, c'est un secteur prometteur, le secteur de la sous-traitance. Vous dites que c'est pas la panacée, mais quand même, on peut y aller en attendant d'aboutir, d'arriver à d'autres industries. Bon, et je vais vous dire que c'est la locomotive. Il faut comme ça, c'est comme ça qu'il faut, parce que c'est comme si je vous dis, pourquoi est-ce qu'aucun secteur n'a pu fleurir pendant ces 4 à 5 dernières années? Et pourquoi, malgré tous les problèmes, c'est l'IQUAT de 50% pour 3 ans que tout passé? Ah, faut nous dire, nous, gon bagay l'en porte là. Il y a une chose à la porte du pays. Donc, qui ça n'a fait pour que nous servions comme locomotive et pour saisir où est l'hôtel, le take-off, ou saisir où est et tout l'autre secteur? Donc, le mot, c'est pas la panacée. Pour moi, je ne l'aurais pas utilisé. J'aurais dit de préférence que c'est une locomotive vivante, vigoureuse, qui doit se servir, mais on doit savoir qu'elle va s'arrêter et laisser quelque chose d'autre prendre la relève. Et là, on a 15 ans à 20 ans devant nous, où on doit profiter de tout ce qui est là pour créer cette mobilisation qui va donner maintenant un souffle plus long à l'agro-industrie, au tourisme et aux autres services et la construction. Merci beaucoup, M. André Diapède Junior, de nous avoir donné cette interview aujourd'hui. Merci. Je vous en prie. Au plaisir. Alors, comme annoncé, notre deuxième invité aujourd'hui, M. Pascal Drouot, qui est candidat au poste de député pour la circonscription de l'Amérique latine et de la Caraïbe, donc les Français de l'étranger. Monsieur Drouot, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux sur RFM. Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, donc vous êtes en Haïti, vous faites campagne. Oui, absolument. Je suis en Haïti, d'abord parce que j'aime Haïti. Haïti, c'est un pays où je viens depuis plus de 15 ans, où je venais beaucoup pour des raisons professionnelles, puisque j'étais en charge, notamment dans un groupe français spécialisé dans l'énergie, de faire en sorte que Péligre, la centrale de Péligre fonctionne, voilà, et puisse fournir de l'électricité pour Haïti. Mais je suis en Haïti au-delà du fait d'aimer le pays, parce que, vous l'avez parfaitement dit, je suis candidat pour être le député des Français d'Amérique latine Caraïbe, député des Français d'étrangers qui vivent donc dans cette circonscription, Amérique latine Caraïbe, et que je suis le candidat qui se rend partout,
qui se déplace dans les 33 pays qui constituent cette circonscription pour rencontrer les 100 000 Français qui sont appelés à voter et à choisir leurs députés le 3 juin prochain, c'est-à-dire un mois après les élections présidentielles. Alors, vous êtes quand même, votre couleur politique, c'est le Parti républicain, avec son candidat François Fillon. On va avoir les résultats du premier tour tout à l'heure. Oui, absolument. Moi, je viens d'une famille qui est la famille gaulliste. Je me suis engagé, vous savez, il y a déjà plus de 20 ans, après quelques années passées au Salvador, en Amérique centrale, où je vivais dans les années 80. Moi, j'ai connu la guerre civile dans ce pays et je me suis quand même un petit peu interrogé. Je vivais dans un pays, dans une région, l'Amérique centrale, où il y avait des enjeux essentiels. Et c'est vrai que j'ai voulu m'investir au service de mon pays, dans la cause publique, dans la voie politique. Et c'est ce que j'ai fait donc ces dernières années, notamment auprès de Jacques Chirac. Et ensuite, j'ai essayé de servir mon pays dans l'industrie, en m'occupant en effet de l'Amérique latine, Caraïbes. C'est-à-dire que j'ai un lien personnel fort. Et le bonheur suprême, c'est que le lien personnel très fort que j'ai avec le continent latino-américain et avec la région des Caraïbes est dans le système politique français devenu une circonscription législative. Donc c'est vrai que le service pour la France, à la France, et l'amour de l'Amérique latine et des Caraïbes se rejoignent dans ma vie avec cette candidature pour être le député des Français d'Amérique latine Caraïbes. Alors, Monsieur Drouot, parlez-nous un peu de cette circonscription. Vous dites qu'elle est quand même très importante au niveau de la circonscription Amérique latine Caraïbes. Oui, absolument. Alors d'abord, cette deuxième circonscription des Français d'étrangers, donc Amérique latine Caraïbes, c'est une circonscription qui compte 33 pays. Donc on ne s'improvise pas candidat pour avoir l'honneur de représenter les Français qui vivent dans cette circonscription. C'est pour ça que moi, depuis des années, je me rends dans les pays d'Amérique latine Caraïbes à la rencontre, comme je vous disais, des Français, mais à la rencontre de leurs relations bilatérales qui existent. Je vais prendre des exemples très concrets. L'Amérique latine Caraïbes, elle va du Mexique à l'Argentine, en incluant donc l'ensemble de la Caraïbe, hors Guadeloupe, Martinique. Partout, nous avons besoin, et je vois l'attente, le besoin, l'enthousiasme qui a été soulevé, que j'ai soulevé tout au long de ces années, pour une présence de France, pour un renforcement de tous les secteurs d'activité. J'ai eu en Haïti la chance de rencontrer des entrepreneurs et d'être reçu par le président de la Chambre de commerce, M. Brandt, qui m'a bien montré combien Haïti, en fait, est un champ d'opportunités pour les entreprises françaises qui peuvent elles-mêmes introduire une place d'Europe encore plus forte sur le plan économique, mais un champ d'opportunités dans de nombreux secteurs dans lesquels, pour le coup, la France a un vrai savoir-faire. Je pense notamment à l'énergie renouvelable. Il se trouve que je sors d'un groupe industriel où j'ai passé 10 ans au service de la problématique de l'énergie, production d'énergie et l'énergie renouvelable. C'est vrai que la branche de l'agroalimentaire est un autre secteur d'activité avec évidemment celui des infrastructures. Les infrastructures, c'est notamment la gestion du développement urbain, c'est la gestion de l'eau, c'est la gestion des déchets, notamment, c'est la gestion des transports, tout ce qui fait et qui doit faire la force d'un Haïti qui s'est retrouvé, d'un Haïti qui se veut offensif dans la région des Caraïbes. Moi qui circule partout dans les Caraïbes, autant à Cuba, Jamaïque que Sainte-Lucie ou Trinidad et Tobago, je sais que Haïti est un champ d'opportunités, qu'il peut l'être notamment en matière d'investissement direct dans le domaine agricole, par exemple. Le foncier agricole existe ici en Haïti. Nous pourrions essayer de mobiliser des savoir-faire d'entreprise, mais de savoir-faire aussi portés par les régions de France. La région Île-de-France est la région la plus forte, la plus puissante, et les Haïtiens en Île-de-France existent, mais la région Île-de-France, elle a une force de frappe extrêmement importante. Elle peut accompagner de nombreux
jeunes entrepreneurs, par exemple, qui veulent développer leur activité dans ce domaine-là. Haïti est donc un champ d'opportunités, et ça, c'est un message que je veux porter comme acteur bilatéral dans le cœur des institutions françaises, mais également aux côtés des Haïtiens, et au-delà, auprès de tous les partenaires qui font partie de la circonscription. Le président de la Chambre m'expliquait qu'il envisageait de mobiliser également des entreprises du continent latino-américain, par exemple mexicain. Il se trouve que le Mexique, c'est un pays où je me rends depuis très longtemps, où je pense que je pourrais essayer de faciliter, de porter ce message, de faciliter la mise en relation. Parce que le député que j'espère avoir l'honneur d'être dans maintenant moins de 40 jours, il est une chance pour tous. Moi, je m'inscris dans une logique de gagnant-gagnant. Bien sûr que le député, c'est un législateur. Il vote la loi, il la propose, il l'amende, certes. Mais je suis aussi un lien utile, un lien pour tous dans la proximité, dans l'authenticité évidemment, mais dans la proximité pour rendre plus facile la vie des Français, d'une part à l'étranger, notamment dans le rapport à l'enseignement, à l'accession à l'enseignement pour les enfants, donc la scolarité, sur la problématique de la fiscalité évidemment et de la santé, mais au-delà de ces questions qui intéressent directement nos compatriotes, je veux être un plus au niveau du bilatéral. Et moi je peux vous dire que les centaines de Français que je rencontre depuis des mois dans l'ensemble de la circonscription, eh bien ils ont besoin de ce lien. Ils ont besoin de ce lien pour être poussés, pour être encouragés dans les efforts qui sont menés dans l'implantation dans leur entreprise, mais pas seulement. Moi je rencontre des Français qui sont très engagés dans l'art. Notamment, je pense au Brésil, à Sao Paulo, à monsieur Jacques Ardiès, qui est le spécialiste de l'art naïf brésilien. Et c'est un Français depuis des années. Je pense à tous ceux qui sont engagés, par exemple, au niveau culturel, dans les différents festivals du film, notamment le film franco-brésilien, le film franco-mexicain, et qui mobilisent des centaines de milliers de spectateurs chaque année, et qui voudraient renforcer leur présence en étant plus forts encore avec les outils de l'audiovisuel extérieur français. Je pense à TV5, mais je pense aussi à France 24. Vous savez, France 24, c'est la chaîne d'information international français. France 24, c'est un peu la CNN internationale. Et France 24 arrive enfin en Amérique latine avec une rédaction d'ailleurs pour ce qui est du continent. Ce n'est pas le cas pour Haïti puisque nous sommes dans un espace francophone, mais ailleurs, on y parle majoritairement l'espagnol, on y parle aussi l'anglais évidemment, l'anglais et le portugais au Brésil. Mais France 24 arrive enfin sur le continent latino-américain. Donc tout ça, ce sont des pièces, ce sont des acteurs qui font partie d'un tout. Le tout, c'est de renforcer à la fois l'offre française, l'influence française, une influence linguistique, culturelle, économique bien évidemment, parce que moi je pense que c'est l'économie qui introduit le besoin de parler français, le besoin de penser, le besoin d'imaginer le monde dans notamment les valeurs qui avaient été portées par les Lumières au XVIIIe siècle. Et pour le coup, Haïti est précurseur. Haïti est un pays précurseur en matière d'accession à la liberté. C'est un pionnier pour nous tous. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est un porte-avions. Haïti. Alors, quand vous rencontrez, vous avez quand même rencontré différentes personnalités, des citoyens français en Haïti, des binationaux. Donc, quel a été leur message auprès de vous comme candidat si vous devenez député à l'Assemblée nationale française? Le message numéro 1, c'est soyez présents s'il vous plaît. Soyez à nos côtés, soyez avec nous, parce que nous avons besoin d'avoir un lien utile pour nous, à nos côtés, pour pouvoir faire entendre notre voix, d'une part. D'autre part, c'est soyez présents à nos côtés et défendez des principes simples mais essentiels qui font notre identité de Français. Défendez l'enseignement français. Défendez la possibilité pour nos enfants d'accéder de manière naturelle et gratuite à l'enseignement du français à l'étranger. Ça me paraît extrêmement important. Défendez nos droits en matière de santé. Nous, citoyens, nous avons des droits, nous avons des devoirs, mais faites en sorte que les devoirs, notamment la fiscalité, elles soient justes, qu'il n'y ait pas de double imposition pour nous, Français de l'étranger. Donc faites entendre notre voix, portez-la
à l'Assemblée, mais portez-la également partout dans la circonscription, parce que ma spécificité, parce que je suis justement le candidat de la proximité, celui qui a été partout pendant des années, alors que je n'y étais pas obligé. Moi, j'avais aussi un travail, j'avais autre chose à faire. Et pourtant, je le fais parce que je suis convaincu, parce que je suis porté par une passion, et parce que c'est le sens que j'entends donner à ma vie, et à travers elle, être utile à mon pays, comme tous ces milliers de Français que je rencontre, et qui ont besoin, qui aiment leur pays de résidence, mais qui ont besoin d'avoir un lien concret, physique et utile. Donc ça, c'est vraiment ce que j'entends de très fortement. Et évidemment, ce message, il s'inscrit dans une certaine image de la France. Une image avec des valeurs, notamment la valeur du mérite, la valeur du travail, la valeur, je dirais, de la justice. La justice, c'est les mêmes droits, les mêmes devoirs. Donc, toutes ces valeurs qui s'inscrivent dans une citoyenneté, dans un rapport de la nation à la nation. Et c'est justement ce rapport à la nation aujourd'hui qui fait que la France est à la croisée des chemins et qu'il ne faut pas se tromper de chemin. Donc, tout le monde est très mobilisé. Moi, je n'ai rencontré que des talents, que des gens volontaires, passionnés, avec des positions nettes, mais qui veulent garder ce lien. Ce lien, il est aussi fondamental pour les binationaux. Comme je vous le disais, les binationaux, c'est la majorité de l'électorat, 62% en Amérique latine. Il est majoritaire en Haïti. Le binational, il fait partie de la nation française. Et pour autant, peu de binationaux vont voter. Donc moi, je fais un appel au vote. Faites attention, la binationalité est aujourd'hui, dans la crise que connaît la France, un sujet de clivage. C'est un sujet de vrai débat. Certains candidats veulent en terminer avec la binationalité. Donc il y a de vrais enjeux. Allez voter, soyez représentés et faites en sorte que vos représentants, votre député, soient justement représentatifs de la volonté. Il faut qu'ils soient portés par un vote massif, un vote important qui va rendre crédible la voix, qui va rendre crédible le travail. Si le député il est élu avec un score de participation faible, ça sera plus difficile pour lui d'être crédible dans les institutions. Donc il faut aller voter. C'est très important, surtout quand, comme c'est mon cas, j'ai envie je veux être le député présent, qui accompagne, qui participe de la promotion des projets, qui s'engage et qui assure un suivi de l'action pendant les 5 prochaines années, puisque mon mandat, ce sera de 2017 à 2022, celui qui sera marqué du sceau de la présence, de l'utilité, de l'engagement. Alors, que peuvent-ils attendre de vous, les Français qui vivent en Haïti et les binationaux, Pascal Doro? Plusieurs choses. Tout d'abord, le fait que je connaisse le pays, puisque je viens quand même depuis 15 ans, m'a permis d'avoir un lien, j'allais dire presque charnel, physique, avec Haïti. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs champs d'action, mais l'un des premiers, c'est en effet de rendre plus facile la vie des Français à l'étranger. Et la vie des Français, en l'occurrence, en Haïti. La rendre plus facile, c'est contribuer à simplifier toutes les démarches administratives que les Français doivent faire régulièrement auprès de l'État français, notamment pour nos compatriotes qui sont à la retraite, devoir procurer régulièrement un certificat de vie qui est extrêmement difficile à renvoyer, parce que on ne peut le faire que par le courrier, alors que moi, il me semble tout naturel et simple que l'on pourrait essayer d'introduire le numérique, même pour ces questions de certificat de vie. Je fais partie d'une famille politique qui veut, par exemple, sur les questions de fiscalité, supprimer l'assujettissement à la CSG-CRDS des revenus du patrimoine que nos compatriotes peuvent avoir en métropole. Je fais partie de ceux qui considèrent que scolariser ses enfants à l'étranger, ça ne doit pas être un luxe, ça doit être un droit. Ça, ce sont des axes essentiels, et en rappelant bien évidemment que le français de l'étranger, il a toute sa place, il a une place entière, il a une place spécifique dans la République française. Ça, ce sont des principes
qui s'inscrivent dans des axes essentiels. Ensuite, très concrètement, je vous dis, pendant ma visite où j'ai pu rencontrer les représentants de l'enseignement du français, où j'ai pu rencontrer des artistes, où j'ai rencontré des chefs d'entreprise, de jeunes chefs d'entreprise, où j'ai rencontré des personnes comme le président de la Chambre de commerce qui, avec son comité directeur, qui se mobilise tous les jours pour faire vivre une relation économique, et ce n'est pas facile, en essayant de trouver des axes qui peuvent intéresser, mobiliser les secteurs d'activité et être elles-mêmes d'ailleurs des sources de création d'emplois. L'énergie renouvelable, moi je me souviens parfaitement, il y a quelques années, avoir participé à une mission ici en Haïti où l'on nous parlait de la possibilité de création d'un parc éolien. Pourquoi ne pas revenir sur ces problématiques d'énergie renouvelable qui intéressent tellement donc la Chambre de commerce qui elle-même peut essayer de mobiliser des entreprises autant en métropole qu'à l'étranger, parce qu'il y a un savoir-faire dans notre circonscription qui est réel. Les infrastructures, il y a tout de même un véritable savoir-faire français dans la gestion de l'eau, dans la gestion donc de la reconstruction et des infrastructures qui sont le pont et les routes, dans la gestion des déchets. Ce sont des sujets qui font partie de la vie quotidienne, non seulement des Haïtiens, mais avec les Haïtiens, de mes compatriotes, les Français, qui vivent en Haïti. Donc il y a tout ce cadre-là qui est extrêmement important et qui montre bien que le député, que j'espère être dans quelques jours, sera ce lien utile, ce promoteur, ce facilitateur, un élément de rassemblement des forces vives dans tous les secteurs qui font la France à l'étranger, avec une ambition toute simple, de contribuer à faire de la France une France en grand à l'étranger, et notamment, puisque nous avons la chance d'être en Haïti, dans cet espace francophone qui est une chance pour tous. Alors tout le monde dit aujourd'hui l'économie c'est primordial pour Haïti. Il faut pouvoir avoir la capacité d'attirer des investissements notamment français. Est-ce que là on pourra compter sur vous comme député si vous allez siéger, si vous êtes élu siéger au Palais Bourbon? Écoutez, moi j'arrive du secteur privé, je viens de passer 10 ans de ma vie dans le cœur de l'industrie. Dans l'industrie, c'était au sein de l'entreprise Alstom où pendant 10 ans, j'ai essayé de porter des projets en matière de transport et d'énergie. Et en l'occurrence, en Haïti, avec Électricité d'Haïti notamment, pour tout ce qui touchait à la production d'électricité, et en l'occurrence à Péligre. Donc cette conscience des résultats, cette conscience économique, moi je l'ai. Je suis d'ailleurs le seul comme candidat à avoir cette conscience économique. Je fais partie de ceux et de celles et de ceux qui ont grandi dans l'idée que la nation française, la République française, c'est les mêmes droits et les mêmes devoirs pour chacun de ses citoyens. Donc faire vivre ce principe-là, qui est un principe de justice, de manière précise et de manière réelle, c'est aussi ça qui va contribuer à sauver la France tout simplement et à permettre à une France qui retrouve du sens, qui retrouve un sens autant avec son histoire, un sens dans sa géographie, un sens dans évidemment l'Europe, dans la Méditerranée, ça contribue à bien rappeler qui nous sommes. Et quand on sait qui nous sommes, on est totalement ouvert au monde parce qu'on est fier de ce que l'on est, mais on est à l'écoute de tous. Et je crois que c'est ce qui fait la spécificité des Français d'étranger. Français d'étranger, il aime la France, mais il aime le pays où il réside et il aime l'ouverture au monde parce que c'est sa vie, parce que c'est un choix qui a été fait, c'est fondamental, et donc c'est un plus pour la France, c'est un plus pour la France dans le monde. Merci beaucoup Pascal Dros. Je rappelle que vous êtes candidat à la députation pour la circonscription de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Donc bonne chance pour ces élections. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.
C'est donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous avons eu 3 invités aujourd'hui. Tout d'abord, la chef civile de la MINUSTA, Madame Sandra Honoré, qui nous a parlé de la MINUSTA et de la MINUJUST. En deuxième partie, on a fait le point sur le secteur de l'assemblage avec l'industriel André Appel Junior. Et puis en troisième partie, on a parlé des élections françaises avec notamment Monsieur Pascal Drouot, qui est donc candidat à la députation pour la circonscription Amérique latine Caraïbes des Français de l'étranger. Pascal Drouot, qui était de passage en Haïti cette semaine. La reprise de cette émission est à 5h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com, mais aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.